Les représentants de la Russie et de l'Ukraine ont annoncé qu'un nouveau round de négociations entre Moscou et Kiev aura lieu cette semaine à Istanbul. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a déclaré. Lundi soir, Zelensky a confirmé que les négociations sont prévues pour mercredi. Il a indiqué avoir discuté des préparatifs avec Rustem Umerov, y compris l'échange de prisonniers, et une nouvelle rencontre avec la partie russe. Rustem Umerov a déclaré que la réunion est prévue pour mercredi, et que les détails seront connus demain. Zelensky a souligné la nécessité d'une plus grande dynamique dans les négociations pour mettre fin à la guerre. Zelensky a noté la complexité du processus de négociation et a insisté sur le fait que des négociations efficaces ne sont possibles qu'au niveau des dirigeants. Les représentants préparent au moins un autre échange de prisonniers avec la Russie. Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, Rustem Umerov, a proposé à la partie russe d'organiser une nouvelle rencontre des représentants en Turquie. L'ordre du jour comprend le retour des prisonniers, le retour des enfants enlevés, et la préparation de la rencontre des dirigeants. Des sources russes affirment que les négociations pourraient avoir lieu le 24 juillet. L'agence TASS a rapporté que le troisième round de négociations est prévu pour jeudi, avec l'arrivée de la délégation le 23 juillet. Une autre source en Turquie a confirmé qu'un nouveau round de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul est prévu, mais les détails précis ne sont pas encore divulgués. Le 23 juillet, une réunion est prévue au palais de Siragan, mais l'heure de début n'est pas précisée. Le sujet des négociations est très complexe et nécessite une préparation et des discussions approfondies. Parmi d'autres questions, il faudra discuter des projets de mémorandum, dont l'échange a eu lieu lors du deuxième round de négociations. Beaucoup de travail reste à faire avant le début des rencontres concrètes. Le sujet du règlement ukrainien est tellement complexe que parvenir à un accord sur les échanges ou le retour des corps des défunts peut déjà être considéré comme un résultat. Il est difficile d'attendre des percées dans la situation actuelle. Nous avons l'intention de défendre et d'assurer nos intérêts en accomplissant les tâches initialement fixées. Les futures négociations doivent être ciblées et productives. Il est très important que l'autre partie ait un mandat pour discuter des questions clés, telles que la fin de la guerre et l'établissement d'un cessez-le-feu. Pour l'instant, ces conditions ne sont pas réunies. Une des propositions est d'organiser une réunion au niveau des dirigeants de l'Ukraine et de la Russie, avec la participation du président des États-Unis, des dirigeants européens et du président de la Turquie. Cela pourrait être très utile. Les exigences maximalistes de la Russie compliquent les négociations, réduisant les chances d'accords rapides et substantiels dans les conditions actuelles. Il est connu que ces exigences maximalistes sont avancées depuis 10 ans. Elles sont inacceptables, les négociations doivent être basées sur les intérêts des deux parties, et non sur la suppression ou la dictature. La diplomatie commence par des rencontres au niveau des chefs d'État et de gouvernement, comme l'a répété à plusieurs reprises Volodymyr Zelensky. Tout commence par un cessez-le-feu pour des négociations pacifiques. Le président des États-Unis a souligné qu'il est impossible de mener des négociations de paix sous les bombes. Cela souligne l'importance du cessez-le-feu pour les étapes suivantes. J'ai chargé mes équipes de reprendre le travail pour préparer un paquet de sanctions plus large si Vladimir Poutine n'accepte pas le cessez-le-feu. L'Union européenne a pris des décisions historiques concernant les sanctions contre la Russie. Tout le monde doit comprendre que l'UE réagit lorsque sa sécurité est menacée. Le PIB de l'Union européenne est 10 fois supérieur à la richesse russe. L'UE ne se laissera pas intimider et protégera ses intérêts. La délégation ukrainienne à Istanbul sera dirigée par l'ancien ministre de la Défense, actuellement secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, Rustem Umerov. La délégation comprendra des représentants du renseignement ukrainien, du ministère des Affaires étrangères et du bureau du président, assurant une composition large et professionnelle. La délégation russe sera à nouveau dirigée par l'assistant de Poutine, Vladimir Medinsky, connu pour son rôle dans les processus diplomatiques. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a décrit Vladimir Medinsky, d'une certaine manière, soulignant son influence sur les négociations. L'historien parlait hors sujet, au lieu d'une conversation d'affaires, il parlait de l'histoire de la Russie depuis 1250. La délégation russe comprendra des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense. La délégation comprend le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Golouzine, le chef d'état-major Igor Kostyukov, et le vice-ministre de la Défense Alexandre Famine. Leur mission est liée aux questions militaires et diplomatiques. La Russie continue ses attaques massives par missiles et drones contre la population civile ukrainienne, détruisant les infrastructures civiles et causant des souffrances parmi les civils. Dans la nuit du 22 juillet, les troupes russes ont attaqué Odessa avec des drones. Un incendie a détruit des voitures, endommagé des maisons et brûlé un bâtiment administratif. Dans la région de Soumy, plus de 10 personnes, dont un enfant, ont été blessés à cause des attaques russes, a déclaré le chef de l'administration régionale, Oleg Grigorov.
Dans l'après-midi, les Russes ont attaqué Soumy avec des drones. Un drone a explosé sur une aire de jeu pour enfants, blessant une femme. 2 personnes sont en état de choc. La menace d'une nouvelle attaque persiste. Les médias locaux rapportent un mort à la suite de l'attaque. La société Naftogaz d'Ukraine a déclaré des frappes massives par drone sur ses installations d'extraction. Le président ukrainien commente la situation, soulignant la gravité des attaques et la nécessité d'un soutien international pour protéger la population civile. Volodymyr Zelensky a annoncé des plans pour renforcer les frappes à longue portée contre la Russie, en réponse aux frappes massives des forces russes sur les villes et localités ukrainiennes. Chaque nouvelle vague de frappes russes rappelle 2 choses importantes. La nécessité de renforcer la défense anti-aérienne, et l'importance des frappes de riposte sur le territoire russe. Zelensky a souligné que si Poutine est si obsédé par les drones kamikazes et le terrorisme, la logistique de ses actions doit être complètement détruite et privée de soutien. Chacun, qui travaille à protéger la vie et à réduire le potentiel de la Russie dans la guerre, contribue à la paix et à la sécurité pour l'Ukraine et le monde entier. Le président a exprimé sa gratitude à tous les partenaires qui promeuvent de nouvelles sanctions, y compris secondaires, renforçant la pression sur le régime russe et son économie. La fanfaronnade russe ne doit pas induire en erreur. Le régime à Moscou ressent réellement l'impact des sanctions et doit cesser immédiatement l'agression. Zelensky a déclaré que la Russie doit mettre fin à la guerre qu'elle a elle-même commencée, car elle n'est utile à personne, sauf à la Russie, et que la paix viendra forcément. La Douma d'État russe a adopté une loi sur la responsabilité administrative pour la recherche de matériaux extrémistes et l'accès à ceux-ci, y compris l'utilisation de VPN. Les nouvelles sanctions ont été soutenues par 306 députés, 67 se sont opposés, 22 se sont abstenus. La loi a été adoptée rapidement et sans débat significatif. Un amendement à la loi a été introduit le 14 juillet lors de la 2e lecture et concerne le renforcement du contrôle sur l'information et les moyens de l'obtenir en Russie. Dans le domaine des activités de transport et d'expédition, une responsabilité administrative est introduite pour certaines infractions. Une amende de 3 000 à 5 000 roubles est prévue pour la recherche intentionnelle de matériel extrémiste. Des amendes sont également introduites pour violation des règles d'utilisation des services VPN. Les citoyens diffusant des publicités pour des services VPN risquent une amende de 540 à 860 €. Pour les fonctionnaires, les amendes pour diffusion de publicités pour des services VPN vont de 860 à 1 600 €. Les personnes morales peuvent recevoir une amende de 2 à 5 000 €. Selon les données de 2024, le salaire médian en Russie est de 56 roubles 43 kopecks, ce qui équivaut environ à 612,29 €. Les députés russes ont adopté un amendement reconnaissant comme circonstance aggravante les crimes commis avec l'utilisation de services VPN. La loi vise à protéger la sécurité de la Russie et de ses citoyens. Un député a souligné que le projet de loi ne toucherait pas les citoyens ordinaires ni la majorité des personnes morales en Russie, insistant sur son orientation vers la sécurité. Malgré les débats retentissants sur une possible interdiction des services VPN, absente du projet de loi, les dispositions importantes concernant la lutte contre la fraude téléphonique sont passées inaperçues. Dans le cadre de la lutte contre la fraude téléphonique, une responsabilité est établie pour l'utilisation illégale des sandbox, ce qui constitue une innovation importante de la loi. Un jour, je parlais avec mon fils, et j'essayais de lui expliquer comment cette loi fonctionnerait. La loi stipule que chacun a droit au secret de la correspondance et des messages, avec des restrictions possibles. Les auteurs affirment que la loi ne concernera pas l'utilisateur lambda. Nous comprenons que c'est une période de guerre. L'accès aux réseaux sociaux ne sera pas puni, même s'ils sont reconnus comme organisations extrémistes. Les matériaux incluent des livres, articles, vidéos, enregistrements audio, pistes et autres. L'utilisation d'un VPN ne sauvera pas si l'intention est présente. Les amendements ont été critiqués par Margarita Simonian et la principale censeur d'Internet Ekaterina Mizoulina. La proposition d'amender pour sanctionner la recherche de matériel extrémiste nécessite des explications plus détaillées. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Ces amendements ont suscité une forte résistance dans la société russe. La loi a reçu beaucoup de votes contre. Tout le groupe Nouveaux Gens ne l'a pas soutenue. Plusieurs communistes et certains députés de Russie Juste se sont également opposés. Les autorités loyales et les propagandistes pro-gouvernementaux ont aussi critiqué la loi, car elle crée des problèmes pour des dizaines de millions de personnes. En réponse, il est proposé d'interdire WhatsApp, Wikipédia, et même d'introduire la censure sur certains mots sur Internet, ce qui suscite la résistance de la société. La semaine dernière, les législateurs IT ont déclaré que WhatsApp, appartenant à la société Meta, doit se préparer à quitter le marché russe. Cela est lié au fait que WhatsApp sera probablement inscrit sur la liste des logiciels restreints en Russie.
La nouvelle loi vise les personnes qui recherchent consciemment des matériaux extrémistes sur Internet, y compris via des VPN, utilisés par des millions de Russes. Le VPN aide à contourner la censure et à accéder à du contenu interdit, ce qui inquiète les autorités. Moscou cherche depuis longtemps à contrôler Internet et à limiter l'accès à certains contenus, ce qui suscite critiques et protestations. La Russie promeut la souveraineté numérique en développant des services nationaux, y compris la nouvelle application de messagerie d'Etamax. Cependant, les plateformes étrangères restent populaires auprès de beaucoup. L'utilisation du VPN n'est pas interdite. Le VPN aide à contourner les blocages nuisibles. Beaucoup de personnes, entreprises et organisations utilisent le VPN à bon escient, malgré la politique de sanctions. Si un VPN est utilisé pour consommer des informations extrémistes, cela est considéré comme une infraction intentionnelle. Il est possible d'utiliser Instagram et Facebook interdits via VPN, à condition de ne pas regarder de contenu interdit par le ministère de la Justice. Roskomnadzor a autrefois combattu Telegram, ce qui paraissait drôle et divertissant. L'État a appris de ses expériences, et peut désormais bloquer une partie de Telegram. Auparavant, seulement 5 à 6% du trafic social de Telegram était bloqué, et les gens n'avaient pas de raison de passer à d'autres plateformes. Aujourd'hui, il est techniquement possible de bloquer entre 90 et 50% du trafic. Le graphique qui nous concerne n'est pas en question. Techniquement, il est maintenant possible de bloquer presque tous les services VPN, car leur fonctionnement est assez bien compris. Passer en mode Chine est réalisable. Le pare-feu chinois est un système ancien et coûteux, mais la technologie s'est améliorée, et il suffit d'adapter les moyens pour bloquer simplement 90% des VPN. Si quelqu'un a besoin de lire quelque chose, il le fera. WhatsApp essaye de se développer en créant des chaînes pour l'information de masse, mais très lentement. WhatsApp n'est pas simplement une communication entre 2 ou 3 personnes, mais une tentative de créer une ressource d'information. Cependant, cela pose de gros problèmes. L'État comprend qu'il veut contrôler ce processus. Le flux d'informations créé peut être entièrement contrôlé, ce qui correspond au point de vue officiel. Le seul point de vue correct est celui diffusé par l'État. Les autres opinions doivent être fermées pour maintenir le pouvoir sur l'information. Est-ce bien ou mal ? En temps normal, probablement mal. Maintenant, il est difficile de répondre, car cela ne se passe pas seulement chez nous. Dans d'autres pays, les points de vue alternatifs sont également fermés, peut-être avec moins d'ardeur, mais la position de l'Union européenne est la position de l'Union européenne. Si d'autres points de vue existent, ils sont considérés comme incorrects. Maintenant, examinons ce que les Russes pensent des nouvelles interdictions sur l'échange libre d'informations et l'accès au savoir sans propagande. Il est difficile de répondre car la loi elle-même est contradictoire. Que signifie l'interdiction de visionner des matériaux extrémistes ? Si une personne y accède par hasard ou involontairement, l'évaluation devient contradictoire. Il faut comprendre dans quel but la personne regarde ces matériaux. Si c'est juste par curiosité, c'est une chose. Mais s'il y a des objectifs précis et de la propagande, l'approche doit être prudente et réfléchie. Il est très important d'aborder ces sujets et la censure avec beaucoup de précautions. J'utilise Agama depuis longtemps, j'ai aussi Facebook, mais cela m'est devenu inintéressant. Je préfère le contenu national sur VKontakte. Il me convient parfaitement à la fois comme plateforme et pour la routine d'utilisation. Personnellement, je ne suis pas un partisan des autres plateformes, je les utilise rarement, principalement Telegram. Je pense qu'il faut valoriser nos ressources traditionnelles. J'utilise WhatsApp. Bien sûr, les restrictions auront un impact, sans aucun doute. Mais Instagram et YouTube ont aussi été bloqués, et les problèmes ont été résolus d'une manière ou d'une autre. C'est triste que l'accès soit limité. Si je suis un utilisateur de niveau moyen, je ressentirai les changements, mais cela peut affecter d'autres beaucoup plus durement et sérieusement que moi. L'impact sera perceptible. Il y a des chaînes Telegram, ils inventeront quelque chose de nouveau. Tout bouge et évolue. Nous avons le choix, bien que limité, mais nous utilisons ce qui est disponible pour le moment. Si les blocages deviennent plus stricts, ce sera désagréable, bien sûr. Les restrictions sont toujours désagréables, mais nous trouverons certainement une solution. Nous nous adapterons et continuerons à communiquer. C'est vraiment dommage que de tels liens se brisent. Par exemple, je communique actuellement via WhatsApp avec ma sœur à l'étranger. Nous trouverons une autre messagerie. Mais perdre le contact est triste. Beaucoup utilisent WhatsApp, non pas pour des activités criminelles, mais simplement pour communiquer. C'est un moyen important de maintenir les relations et le contact avec les proches. J'utilise rarement Instagram, je n'utilise pas du tout Facebook, seulement WhatsApp et Telegram. J'utilise rarement un VPN, je ne pense pas qu'il ait un grand impact sur ma vie. J'aimerais que WhatsApp reste, car sans lui, il est très difficile de maintenir le contact, surtout avec les proches et les amis qui sont loin. La vie est indissociable des changements.
Il est probable que de nouvelles messageries, telles que Signal et Zanghi, apparaîtront, et nous chercherons des solutions auxquelles nous arriverons avec le temps. Hunter Biden, fils de l'ancien président des États-Unis, a déclaré dans une interview du 21 juillet que l'échec de son père lors des débats était dû à la prise du somnifère Ambien, à cause d'un emploi du temps de vol chargé. Les débats du 27 juin 2024 ont été un moment décisif. Biden bafouillait, ne pouvait pas terminer ses pensées, ce qui a suscité une vague de critiques et un abandon de la course. Un mois après les débats, Kamala Harris est devenue la candidate démocrate, mais a perdu face à Donald Trump lors des élections de novembre, scellant le résultat de la lutte politique. Hunter Biden a vivement critiqué les politiciens démocrates et conseillers qui se sont éloignés de son père après les débats, ainsi que l'acteur George Clooney, pour un article dans The New York Times. Aujourd'hui, tout le monde parle de Joe Biden comme s'il était le choix spécial du Parti démocrate, mais ce n'est pas vrai, estime Hunter, soulignant les défaites lors des primaires clés. Biden a perdu dans l'Iowa, le New Hampshire, et a été deuxième dans le Nevada. Des analystes comme David Plouffe et David Axelrod affirmaient que Biden n'avait aucune chance. Beaucoup pensaient que Joe Biden n'avait aucune chance d'obtenir la nomination. On disait que Mike Bloomberg le pulvériserait en Californie, et qu'Elizabeth Warren gagnerait dans le Massachusetts. On disait qu'au Texas il serait réduit en miettes, et qu'il n'avait pas d'argent pour la campagne. Mais le peuple des zones rurales d'Amérique a dit « Nous aimons Joe ». David Axelrod disait que le temps du président était révolu, qu'il ne comprenait pas le Congrès. Mais Biden a fait passer plus de lois bipartites que quiconque depuis Lyndon Johnson. À l'époque, Johnson avait une majorité écrasante à la Chambre et au Sénat avec le soutien de Joe Manchin et Kyrsten Sinema. Biden a aussi réussi à obtenir de tels résultats. Cela ne s'est pas produit par magie ou sous l'administration Obama. Joe Biden appelait Kyrsten Sinema, Joe Manchin, Chuck Schumer et d'autres, ainsi que des républicains. Il faisait passer la loi parce que Mitch McConnell ne mettait pas des bâtons dans les roues, comme il le faisait avec d'autres présidents. Biden a obtenu un résultat. Il l'a fait. Et vous savez quoi? Je comprends ce qui s'est passé lors de ces débats. Joe Biden a fait le tour du monde. En kilomètres parcourus, il aurait pu faire le tour de la planète. Il a fait le tour du globe 3 fois. Il a 81 ans. On lui a donné de l'Ambien pour qu'il puisse dormir. Il est monté sur scène et avait l'air d'un cerf ébloui par les phares. Cela a alimenté chaque histoire de merde que tout le monde voulait raconter. Jake Tapper, avec des sources anonymes, parlait d'un complot à la Maison-Blanche, où les voisins se surveillaient. Si c'était un complot, Andrew, tout le monde à la Maison-Blanche garderait le silence, a dit Jake Tapper. Mais quel complot? Que Joe Biden a vieilli? Oui, il a vieilli sous nos yeux. Mais qui s'est opposé à lui? Personne. Sauf la présidente Pelosi. La présidente retraitée Pelosi, n'a pas donné son approbation complète. Cela a permis à tous les autres de dire « Bon, d'accord ». Et qui l'a vraiment soutenu? Les progressistes, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, toute la partie progressiste du parti. Tout le camp progressiste du Parti démocrate a déclaré « Joe Biden a fait plus pour notre programme en 4 ans que n'importe quel président dans l'histoire ». Voici ce que George Clooney a dit. Il a affirmé que le président devait être présenté lors d'une collecte de fonds qu'il aurait soi-disant organisée. Une énorme collecte de fonds. En réalité, George Clooney n'était pas l'hôte de cet événement. Il était le divertissement. Si vous avez déjà été près du président, vous comprenez ce moment. Vous savez comment c'est lors des rencontres avec les gens? Les gens viennent pour prendre des photos. Habituellement, avant ou après l'événement, le président se met en ligne pour parler et se faire photographier avec eux. Les gens s'approchent, prennent des photos, il dit bonjour, et à côté se tient une personne qui dit « Monsieur le Président, George Clooney et Julia Roberts ». C'est sa tâche de nommer chaque personne qui s'approche. Monsieur le Président Andrew Callahan pouvait connaître George depuis 30 ans, et l'avoir rencontré 15 fois. Mais la personne à son épaule, un officier militaire, ne fait que nommer les personnes qui s'approchent. Maintenant, George Clooney doit justifier pourquoi il a essayé de saper le président en exercice, le plus réussi de l'histoire du parti en matière d'initiative législative. Il a écrit une chronique dans le New York Times pour pousser le président hors de la course. Pourquoi pense-t-il avoir le droit de faire cela? Pourquoi quelqu'un devrait-il l'écouter? Pourquoi George Clooney a-t-il décidé de piétiner un homme qui a consacré 52 ans de sa vie au service du pays, et pense-t-il pouvoir le saper au moment le plus important? Au fait, qu'est-ce qui est le plus important pour les gens? Pourquoi, selon toi, les républicains ont-ils un avantage sur? Pourquoi sont-ils unis? Parce qu'ils sont toujours prêts à soutenir toute initiative. Mais je ne demandais pas à soutenir n'importe quoi, seulement une chose précise. Je demandais à soutenir la meilleure administration de ma vie. Une administration qui a obtenu des résultats et des changements remarquables.